Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Le village de Bamboula, c'est ce soir sur France 3 Pays de la Loire à 22h35. Notez bien cet horaire pour ce documentaire signé François Tchernia et Johan de Montgrand, narré par le comédien, l'acteur Jean-Pascal Zadi, qui revient sur une initiative controversée. C'était en 1994, il y a 27 ans, en Loire-Atlantique, au Safari Park de Port-Saint-Père. Un village africain, il avait été reconstitué, puis il y avait des danseurs, des artisans, des musiciens venus de Côte d'Ivoire, qui étaient là pour distraire le public et lui donner le sentiment de se promener en pleine brousse. Regardez. C'est aujourd'hui le jeudi 14 avril 1994. Dans ce journal, on parlera d'une drôle d'histoire de village africain, près de Nantes, sur la commune de Port-Saint-Père. C'est une reconstitution d'un safari tel qu'on peut le découvrir au Kenya, donc c'est un petit peu une journée de rêve pour le visiteur. Ce type d'exploitation négrière, on croyait que c'était fini à Nantes. J'ai encore ces images dans ma tête, ça m'a rappelé d'autres époques. J'ai dit mais on est où ? On est où ? Sur ces matelas s'entassaient 5 jeunes femmes et 3 enfants. Les Ivoiriens ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, oula, maintenant on va se taire. C'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en brousse pour venir déposer. Voilà. On était là seulement à danser et ils prenaient une photo. Imaginez-vous ce type de manifestation en Afrique, en mettant des Blancs dans un camp, de façon à ce que les Africains puissent voir les anciens colonisateurs. Voilà, le village de Bamboula, signé François Tchernia, Johan de Montgrand, ce soir, 22h35 sur France 3, Pays de la Loire. Bonsoir François Tchernia. Bonsoir. Co-réalisateur de ce documentaire, Johan de Montgrand, bonsoir. Bonsoir. On a recontextualisé un petit peu, là, en quelques images tirées de votre documentaire. Le village de Bamboula, en fait, c'est quoi ? C'est un scandale ou c'est une initiative qui se voulait heureuse et qui a mal tourné ? Alors c'est un scandale parce que c'est un moment, toute une administration qui permet l'existence de quelque chose qui est illégal. Et après, sur les intentions de Dany Laurent pour mettre ça en place, il y a certainement beaucoup de naïveté, beaucoup de choses qui sont mal faites. Ouais. Alors Dany Laurent, c'était le directeur du Safari Park qui a monté donc son parc en 92 et 2 ans après, il décide de monter un village ivoirien à l'intérieur. Mais il y a aussi cette grande pancarte au-dessus, le village de Bamboula, qui fait référence à un biscuit local, voilà, qu'on voit, produit par la biscuiterie Saint-Michel à Saint-Michel-Chef en Loire-Atlantique. Donc on joue un petit peu sur les deux tableaux à ce moment-là dans le parc. Oui, parce qu'en fait, il y a une chaîne d'événements. D'abord, il y a la création du biscuit dans les années 80. Ensuite, le Safari Park qui ouvre, lui, en 92. Et il ouvre une zone commerciale qu'il appelle Village Bamboula. Sauf que à l'intérieur de cette zone commerciale, ou en tout cas juste derrière, se trouve ensuite, 2 ans plus tard, le village ivoirien, qui donne la sensation que l'un se trouve à l'intérieur de l'autre, et qu'en fait, tout ça, il y a une contraction qui se fait pour le public, pour les journalistes, pour qui le village ivoirien devient le village de Bamboula. Ouais, un raccourci. Ouais. Mais du coup, la biscuiterie Saint-Michel, elle était partie prenante dans l'affaire, ou ça s'est fait malgré elle ? Non, la biscuiterie Saint-Michel, elle n'est pas décisionnaire dans l'existence du village ivoirien. Elle est sponsor, et au même titre que les autres sponsors du Safari Park, au moment où l'affaire arrive, et elle est directement mise en avant quand même par certaines personnes qui disent que c'est un scandale que cet endroit s'appelle le village de Bamboula. Elle ferme les écoutilles, elle ne réagit pas. Elle vend des biscuits, donc elle dit rien. Exactement. Bon. Le fait que ce soit un scandale, c'est quoi ? C'est par le droit du travail ? Parce que ces gens-là, qui étaient donc âgés de 12 à 29 ans, 25 personnes, des artisans, des musiciens, des danseurs, étaient payés selon le droit ivoirien et non pas sur le droit français, alors qu'ils travaillaient en France. En fait, il y a plusieurs dimensions à ce scandale. Il y a effectivement la partie droit du travail. Ensuite, il y a vraiment que sont les conditions d'accueil et la précarité dans laquelle ces gens vivaient. C'est-à-dire, ils étaient logés dans quelles conditions ? En fait, ils avaient mis à disposition une ancienne ferme dans son jus, et sur laquelle, dans les pièces vides, ils avaient mis des matelas par terre où ils dormaient tête bêche. Donc chacun n'avait pas sa chambre, il n'y avait pas de salle de bain pour chacun. Non, du coup, si on prend que ces détails-là, ça ne peut pas forcément paraître le plus édifiant, mais en fait, l'ensemble des données... Quand même, ce n'est pas des conditions d'accueil très sympathiques. Absolument pas. C'est juste qu'il y a eu... Le scandale, c'est une accumulation, en fait, de tout ce qui était vraiment un manque de considération à leur égard, et aussi la protection de l'enfance. C'est-à-dire que c'est quand même des mineurs qui sont venus travailler en l'absence de leurs parents, qui n'étaient pas scolarisés, qui travaillaient tous les jours. Enfin, il y a plein de... Ça devait durer 7 mois, ça a duré combien de temps ? 6 mois en définitive. 6 mois en définitive. Avec des jeunes femmes qui dansaient les seins nus. Alors, vous expliquez,
des protagonistes expliquent dans votre documentaire que cette danse au sein nu, c'est pas de l'exhibition, ça rentre dans un cadre bien précis quand c'est fait en Afrique, dans certaines contrées et dans certaines circonstances. Là, par contre, ça devenait un spectacle, non pas érotique, mais enfin un spectacle... En fait, le problème là, c'est la systématique. C'est-à-dire que Salif Koulibaly, le chef du Jolem, dit on représente Alors, le Jolem, on va expliquer, c'est le groupe de musiciens et d'artisans qui représenter vient. l'intégralité des danses de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a traité avec Dany Laurent, donc là, c'est le sous-préfet de l'époque, avec Dany Laurent, le directeur du parc, pour faire venir son groupe. C'est ça. Et Salif Koulibaly dit nous allons montrer l'étendue de toutes les danses qui existent en Côte d'Ivoire. Et le fait est que sur chaque rotation, toutes les demi-heures, il présente des tas de danses de Côte d'Ivoire, mais il présente systématiquement parmi ces danses le Ngoron, la danse au sein nu. Et donc ce que dit Edith, c'est à un moment c'est le produit d'appel finalement de Salif Koulibaly et de Dany Laurent aussi. Est-ce qu'en fait, il n'y en avait plus à l'époque, le dernier je crois en Europe date de 58, c'était à Bruxelles, mais en fait est-ce qu'il s'agit, Yoann de Montgrand, d'un zoo humain, ni plus ni moins? Oui, en tout cas, oui. Le zoo humain, c'est un terme qui est arrivé plutôt après, dont la définition reste assez ouverte. Donc, mais pour nous, oui, on n'a pas de complexe à dire que ça nous semble le dernier exemple de zoo humain en France. Ouais. Alors, à bien entendre, et à bien écouter, à bien regarder votre documentaire, il y a plusieurs extraits de journaux, de France 3 d'ailleurs, de l'époque. Et Dany Laurent, le directeur, disait... c'est pour attirer des gens. On sent plein de bonnes intentions, en fait, dans ce qu'il dit. Est-ce qu'il était naïf ou alors, au contraire, manipulateur? Ça, je me permets de répondre, mais je crois qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Nous, on n'a pas parlé avec Dany Laurent. Tout ce qui nous permet de présumer de ses intentions, c'est ce qu'il a donné comme intervention dans les médias. Donc, à partir de là, nous, dire est-ce qu'il était raciste, pas raciste, naïf ou de bonne foi, on peut juste dire que le projet, lui, l'était. Et que le résultat, voilà. En tout cas, alors on va préciser que vous n'avez pas pu l'interviewer parce qu'il est décédé en 2014. Tout à fait. Bon. On va regarder un deuxième extrait de votre documentaire qui passe ce soir, donc à 22h35 sur France 3 Pays de la Loire, le village de Bamboula. Quand j'ai découvert, par vous d'ailleurs, il y a quelques mois, l'existence de ce fameux village ivoirien et ce fameux zoo humain, j'ai pas de mots pour vous exprimer mon écœurement. Les agences, les industriels, tous ces gens qui possédaient ce nom Bamboula, etc., qui étaient dans le voisinage, pourquoi n'ont-ils rien fait? Pourquoi personne n'a levé le doigt? Pourquoi personne n'en a parlé dès que ça a commencé? Il y a des responsables des régions, il y a des maires, il y a tous ces gens. Personne n'a vu que c'était terrible. La peau noire n'a pas de droit. C'est ce que j'ai compris après. Ça veut dire, en pensant pour dire, voilà, vous allez faire comme ça, et on vous met avec les animaux, et voilà, vous ne sortez pas, vous êtes dedans. Ça m'a vraiment fait mal après. Ouais, ça fait mal. Personne n'est intervenu. Donc, est-ce que Dany Laurent couvrait l'administration française, la préfecture le couvrait? Qui couvrait qui là-dedans? Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. C'est-à-dire qu'à un moment, le Safari Park, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une entreprise qui est énorme au niveau local et dans laquelle, en plus, la région a mis des sous. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça marche très bien. Donc, à un moment, qui couvre qui? La vérité, c'est que Dany Laurent, il doit faire marcher cette entreprise et tout le monde a intérêt à ce qu'elle marche. Donc à un moment que les Ivoiriens deviennent la portion congrue de cette réalité économique, c'est malheureusement ce qui arrive dans le cas du Safari Park. Ouais, il vient quand même confisquer les passeports des musiciens et des danseurs. Parce que la préfecture craint... Parce que la préfecture craint de l'immigration clandestine. Et donc quelle est sa réponse à lui? C'est de dire on va leur confisquer leur passeport. Voilà. Pour arranger les affaires de l'État, pour pouvoir faire son business. Bon. Les autorités ivoiriennes ont laissé faire également. Le Premier ministre ivoirien de l'époque est venu à l'inauguration. Il parle même d'un juste retour des choses pour montrer un petit peu la tradition de son pays. C'est surprenant, ça. Oui, c'est plus une pirouette rhétorique qu'à répondre à une question à laquelle il ne sait pas trop comment répondre. Après, effectivement, elles étaient partie prenante d'une sorte de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais nous, ça ne nous semble pas l'acteur majeur de toute cette histoire. C'est quand même beaucoup les autorités françaises qui ont été les premières concernées. Préfecture, direction du travail, direction des affaires sociales.
Bon, je peux faire toute la liste, mais... Est-ce que ça choque d'autant plus que ça se passe tout près de Nantes, c'est à une demi-heure de Nantes, là où il y a eu 2 ans avant, en 92, l'exposition Les Anneaux de la mémoire, et qui revient évidemment sur le passé négrier du grand port qui était Nantes à l'époque. Et cette exposition, elle a toujours lieu au moment où a lieu le village ivoirien. C'est ça qui choque, c'est la concomitance de ces deux événements. C'est-à-dire qu'on a d'un côté quelque chose qui est un vrai progrès. C'est la première exposition internationale sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet qui est d'histoire extrêmement important. Ah oui, 550 000 captifs noirs vers les colonies, transportés par les navires nantais. Et à côté de ça, on a malgré tout une attraction qui charrie tout un imaginaire qui a à voir avec le passé colonialiste, mais aussi avec une forme de traite. Ça veut dire qu'ailleurs, dans une autre ville de France, et non pas près de Nantes, ça serait mieux passé. Ça, c'est une question à laquelle on n'a jamais vraiment... On ne sait pas trop quoi répondre, parce que, effectivement, l'ombre de l'histoire de la traite négrière, elle est très forte dans tout ce qui s'est passé. Après, est-ce que si on était à l'autre bout de la France, ça ne serait pas arrivé On ne sait pas, on n'aura jamais la réponse. Ouais. Exactement. Vous avez choisi Jean-Pascal Zadi, l'acteur qui a été césarisé pour son film « Moi, président », où on le voyait habillé en président de la République il y a quelques années. Pourquoi ce choix ? Ça lui parlait ou ça vous parlait ? En fait, on avait, nous, besoin d'avoir quelqu'un qui représente ce qui était pour nous un angle mort dans cette histoire, c'est-à-dire le point de vue des Noirs de France, à un moment, sur une histoire qui les concerne au premier chef. Jean-Pascal, qu'on a été amené à rencontrer, et se souvenait très bien de cette histoire-là, dont il a été témoin. Quand il dit au début, il y a des copains m'ont dit, il y a ta famille dans un zoo, c'est vrai, c'est du vécu. Ouais. Et donc on s'est dit, grâce à lui, et c'est ce qu'il voulait aussi, on pouvait le raconter en adoptant un point de vue qui n'était pas le nôtre et qui était un point de vue qui n'avait pas été écouté à l'époque. Et c'est lui qui nous guide tout au long. Il a dit, vous pouvez compter sur moi, je serai avec vous pour le film. Et c'est lui qui nous guide tout au long de ce documentaire, Le village de Bamboula, ce soir, 22h35 sur France 3 Pays de la Loire, en replay sur notre site internet, rediffusion le 11 et le 19 janvier à 9h45. Et ça fera l'objet d'une grande soirée, ça va passer sur France 2 à 23h45. Notez bien le 18 janvier, dans le cadre d'une grande soirée où il y aura un autre documentaire consacré aux Noirs en France. Un dernier mot, merci beaucoup Yohann de Montgrand, merci François de Tchernia. Tchernia, ça fait penser au cinéma, il y a un lien avec Pierre Tchernia ? C'était mon grand-père. Oui. C'était votre grand-père, très bien, et bien on le salue et de là-haut.